Je crois aux forces de l'esprit. Je ne vous quitterai pas. Bonne nuit. Dormez bien. I have a dream. Rassemblez vos forces pour Non, le... il n'a pas été seulement son avis. Il a été dynastique. Moi, général Que nous de sommes Gaulle. ici par la volonté du peuple. Y a-t-il une expérience bleue? Chapitre 5 d'Histoire, partie 2, la guerre froide. Avec, pour cette partie, la création de l'Union européenne et la fin de la guerre froide avec la chute du mur. La création de l'Union européenne. La construction européenne repose sur des valeurs fondamentales et indispensables à qui souhaite la rejoindre. Ces valeurs sont la paix. L'UE a pour vocation première de favoriser la paix entre les peuples européens en multipliant les échanges. La deuxième valeur essentielle est la démocratie et l'attachement aux droits de l'homme. L'UE, enfin, est ancrée dans le bloc de l'Ouest et se veut un espace de libéralisme économique et de libre-échange. C'est la troisième valeur. Par l'économie et l'enrichissement des États, on peut ainsi assurer la paix et la démocratie. Le 25 novembre 1957 est signé le traité de Rome instituant la Communauté économique européenne, CEE. La scène se déroule au Capitole, l'hôtel de ville de Rome. Autour de la table signent les 6 pays fondateurs de ce que l'on appelle alors le marché commun. La République fédérale d'Allemagne donc, la France, l'Italie et les 3 pays du Benelux, Pays-Bas, Belgique et Luxembourg. 12 ans après la Seconde Guerre mondiale, avec ce traité de Rome, naît l'institution européenne. Depuis plus de 20 ans, le champion d'une Europe unie, la France a toujours eu pour objet essentiel de servir la paix. Tout comme les pères fondateurs, Konrad Adenauer signera des 2 mains en répétant que l'Europe est là pour protéger les Allemands contre eux-mêmes. À l'origine du traité, côté français, des hommes de la résistance, la nouvelle génération, qui s'appellent Couve de Murville, Maurice Faure et Jean-François Deniau. La ministre britannique a dit au début, nous n'avons rien à voir avec ce traité, c'est un traité entre 6 pays battus. Et c'est moi qui ai été chargé de répondre à l'époque par la communauté, et j'ai dit oui, c'est 6 pays battus et entrebattus. Nous avons, chacun d'entre nous, tellement été vainqueurs, tellement été vaincus, et tellement été champs de bataille, hein, tous, que nous avons décidé, ça suffit comme ça, c'est fini. Dites-le dans toutes les langues officielles de la communauté, et dans toutes les autres, il faut inventer quelque chose de différent. Le traité de Maastricht est signé le 7 février 1992 par les représentants de la Maison commune qui compte alors 12 membres. Le texte donne à l'Europe une vocation politique, en plus de la réalisation du marché commun. Il élargit les compétences communautaires à de nouveaux domaines et instaure surtout une union économique et monétaire fondée sur une monnaie unique. L'Union européenne est en marche, la France peut signer le traité. Encore faut-il le ratifier pour qu'il soit applicable. Mais là, problème, les 9 sages du Conseil constitutionnel estiment qu'il faut d'abord réviser la Constitution française. 3 points du traité portent en effet atteinte à la souveraineté nationale. L'institution progressive de l'écu comme monnaie européenne unique, le droit de vote ouvert aux ressortissants de la communauté des 12 pour les élections municipales, enfin, la libre circulation des personnes qui supprimera l'obligation de visa pour de nombreux pays hors de l'Europe. De 6, la CEE, puis l'Union européenne, s'est progressivement élargie, passant de 6 à 27 membres. Elle va intégrer, à partir de 1991, les anciens pays communistes. La fin de la guerre froide. En 1985, Mikhail Gorbatchev devient le nouveau dirigeant de l'URSS. L'URSS est exsangue économiquement et ne peut suivre la course aux armements, guerre des étoiles, menée par le président américain Ronald Reagan. Gorbatchev a donc pour priorité de moderniser politiquement et économiquement son pays et lance une série de réformes autour des notions de perestroïka, restructuration, et glasnost, transparence. Les changements initiés par Gorbatchev vont souffler un vent de liberté en Europe de l'Est. Dans la nuit du 9 au 10 novembre 1989, le mur de Berlin commence à tomber. Pour voir cela, une pelleteuse qui entame un mur que l'on croyait indestructible. Une construction laide fichée dans le cœur du monde libre. Même tard dans la nuit, les Berlinois sont venus nombreux. Ils sont venus voir pour y croire. Les débris de ciment ou les morceaux de parpaing qui, jusqu'alors,
bouchaient la vue et gâchaient la liberté ont été distribués comme des trophées qu'on aurait arrachés à un mauvais destin. L'ouvrier au marteau-piqueur est entré dans l'histoire. Chaque poussée de son pic fait avancer la liberté. Au matin, ils seront nombreux, les habitants du quartier, à passer de part et d'autre plusieurs fois pour être bien sûrs. 2 passages supplémentaires étaient ouverts dans la nuit. Premier signe tangible et palpable que quelque chose avait changé. Il y aura aussi ceux qui veulent voir tout cela disparaître, et tout de suite. Des initiatives dénoncées autant à l'est qu'à l'ouest. On passe librement, mais le pays reste divisé et l'heure n'est pas à l'anarchie. Les moyens utilisés par les amateurs montrent d'ailleurs que le mur a la tête dure. La rédaction. Les difficultés s'accumulent et Gorbatchev doit démissionner le 25 décembre 1991. L'URSS disparaît et éclate en de nombreux États indépendants, dont la Russie. C'est la fin de la guerre froide. Une nouvelle ère géopolitique s'ouvre.